Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 23 mars 2016. Dans l'actualité, ce soir, les industriels du bassin clusien ne veulent pas d'une taxe transport dans la vallée de l'Arve. C'est ce qu'ils ont exprimé ce matin devant la presse alors que les élus de la communauté de communes voteront pour son instauration ou non la semaine prochaine. Nous verrons ensuite l'initiative originale de l'association Animaux Secours. Elle a mis en place une nouvelle formation de promeneurs de chiens, l'idée étant de faire adopter plus rapidement les animaux abandonnés au refuge. C'est une facette méconnue de Moutier que nous vous invitons à découvrir à la fin de ce journal. La ville entend développer le secteur de la gastronomie sur son territoire. Une entreprise industrielle et une école hôtelière sont déjà installées. Dans une semaine, les élus de la communauté de communes Arve et Montagne s'exprimeront sur l'instauration de la taxe transport sur le territoire. Les industriels du bassin clusien ont exprimé ce matin leur mécontentement face à ce nouvel impôt. Ils le jugent inacceptable. Jean-Paul Crespi a suivi la conférence de presse de ces industriels organisée au syndicat national du décolletage. Reportage. Les industriels du bassin clusien sont en colère et élèvent la voix contre le projet de taxe transport souhaité par la communauté de communes Cluse-Arve-et-Montagne pour financer sur son territoire un réseau de transport public cohérent. Les arguments avancés sont sans appel. Le projet est mal construit, les solutions désastreuses et la méthode déplorable. Cette taxe est vécue comme un nouvel impôt susceptible de mettre à mal la compétitivité des entreprises implantées sur son territoire. Si on veut aborder les problèmes, et c'est comme ça qu'on travaille dans les entreprises, si on veut, on commence par faire une vraie analyse, un vrai état des lieux et un vrai diagnostic. Et à partir de là, on établit des plans d'action et des solutions. C'est cette méthode qu'on voudrait voir appliquée, et ce, dans le dialogue et dans la concertation. Nous, notre volonté, c'est d'être co-responsable, co-acteur de ces décisions, mais c'est clair que quand on a l'impression que des décisions nous sont imposées sans aucune concertation, là c'est des choses qui nous dérangent profondément. On veut discuter avec les collectivités pour trouver une solution qui convienne à tout le monde, aux collectivités, aux entreprises et à nos salariés. Cette taxe transport instaurée par décret et applicable sur le territoire national devrait rapporter 5,7 millions d'euros à la collectivité, 3 millions d'euros étant destinés au transport scolaire. Les 10 collectivités locales seront elles aussi concernées par le paiement de cet impôt. Il devrait s'élever à 200 euros par salarié et par an. Les entreprises de moins de 10 salariés sont exclues de ce dispositif. Quand on a, au niveau du territoire, créé des zones industrielles, on les a créées avec, c'est vrai, les contribuables et l'argent de l'ensemble des contribuables. On a lancé cette opération, on a eu des zones industrielles qui ont profité à tout le monde. Le deuxième atout, c'est que depuis plus de 20 ans, on n'a jamais augmenté cette fameuse taxe professionnelle qui aujourd'hui a disparu, mais n'a jamais été augmentée. Encore une fois de plus, c'était pour rendre le pouvoir attractif, rendre la vallée attractive, se donner le plaisir de vivre au niveau de la vallée. On voudrait aujourd'hui que l'industriel arrête de penser j'investis mon euro, je veux que mon euro me rapporte à moi. C'est fini, je pense que cette période est complètement terminée. On doit investir et faire profiter l'ensemble du territoire. C'est peut-être ça aussi la collaboration effective de demain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'économie et c'est l'industrie citoyenne. La communauté de communes Cluse-Arve-et-Montagne doit se prononcer sur cette taxe transport le 31 mars prochain. Pour ses opposants, une médiation du Conseil régional serait aujourd'hui souhaitable pour apaiser les esprits. Au lendemain des attentats de Bruxelles, les autres pays européens ont augmenté leur vigilance sur leur territoire. 1600 policiers et gendarmes supplémentaires vont être déployés en France. La Suisse a elle aussi décidé d'augmenter la visibilité de la police, en particulier à l'aéroport, à Genève, mais aussi sur des lieux sensibles comme la gare ou les lieux de culte. On écoute Jean-Philippe Grant, porte-parole de la police genevoise, au micro de nos confrères de Léman Bleu. Le niveau de vigilance ne change pas, on reste donc dans un niveau de vigilance quand même soutenu, où on est dans une configuration qui est semblable à ce qui s'est passé au lendemain des événements de Paris, donc au mois de novembre de l'année passée. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au lendemain du mois de novembre, c'est la France qui avait été impactée par Paris, et c'est les mesures, je dirais, de contrôle qui ont été accentuées aux frontières, l'ont été par les autorités françaises, plus spécialement. De notre côté, pour l'instant, rien n'est prévu comme mesure spéciale aux frontières.
Pour la 12e année consécutive, les pompiers de Savoie et la sécurité civile ont organisé un exercice international destiné aux équipes cynophiles. Durant 3 jours, 17 binômes, maîtres et leurs chiens ont été confrontés à une situation de crise. Cette année, c'est un séisme qui a servi de prétexte pour ce travail de coordination. Sébastien Germain s'est rendu sur un site industriel désaffecté. Les binômes cynotechniques. Ils sont souvent la clé dans les opérations de recherche en cas de catastrophe naturelle. Pour cet exercice grandeur nature et long de 3 jours, c'est l'exemple d'un séisme qui a été choisi pour ces équipes cynotechniques venues de France et de plusieurs pays européens. L'objectif de cet exercice, c'est vraiment de gérer la fatigue des équipes cynotechniques. Voilà. Donc c'est un exercice qui s'étale sur plus de 72 heures avec très peu de phases de sommeil. Donc l'objectif, c'est bien de permettre aux différentes équipes cynotechniques de connaître leurs limites et de voir comment notamment réagiraient leurs chiens dans le cadre d'une intervention de longue durée. Avec Manuel, vous pouvez vous mettre en attente au pied du bâtiment parce qu'il y a le secteur 2 qui va être prospecté par un autre. C'est donc dans une usine qui aurait été sévèrement touchée par ce séisme fictif que les chiens sont lâchés avec une mission simple, trouver le plus rapidement possible d'éventuelles victimes. Ça s'est bien passé, mais c'est un chien qui vient de finir la formation il y a seulement 1 mois à peine. Donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il sait ce qu'il doit faire, mais il doit encore beaucoup travailler pour devenir un expert. Les chiens sont au cœur des préoccupations. Durant 3 jours, les canidés ne sont pas ménagés, d'où une certaine excitation. Extrêmement sensibles, ils doivent également composer avec tous les éléments présents dans la nature. Il y a une multitude de circonstances à prendre en considération dans une recherche avant même d'engager le chien. L'orientation du vent et la puissance du vent est aussi quelque chose à ne pas négliger d'un point de vue olfactif pour le chien, car d'un point de vue effluve, forcément le vent est vecteur, donc c'est quelque chose à prendre en considération énormément. Après, il peut y avoir également des fois des difficultés de cheminement. Là, on y fait face justement pour pouvoir accéder aux étages supérieurs pour continuer la recherche de victimes. Cet exercice international s'inscrit donc dans une logique de mutualisation de moyens pour pouvoir, le cas échéant, être le plus efficace possible dans les opérations de recherche. Et si ces chiens ont trouvé leur voie, d'autres connaissent un parcours plus chaotique. En France, toutes les heures, plus de 11 animaux domestiques sont abandonnés au refuge de l'association Animaux Secours à Artap-en-Notre-Dame. Il faut en moyenne 1 mois pour trouver un nouveau maître aux chiens abandonnés. L'association vient de lancer une nouvelle formation. Elle vise à la certification de promeneurs de chiens. L'objectif, faciliter leur adoption. Les explications de Julie Marchand et Olivia Boisson. Jack fait partie de la vingtaine de chiens recueillis par le personnel du refuge Animaux Secours. Aujourd'hui, il fait équipe avec Anouk pendant une balade d'1 heure. Ils effectueront quelques exercices grâce auxquels ils apprendront à se faire confiance. Les chiens ont été soit abandonnés, soit maltraités, ou on s'en est pas occupé, quoi. Une maltraitance passive, pas forcément active. Et donc après, c'est pour essayer de leur apprendre certains ordres de base. Anouk a été sélectionné lors de l'entretien préalable. Il a déjà effectué une formation théorique de 3 heures, accessible à tous, avant de passer à la partie pratique. Alors je fais cette formation pour pouvoir promener les chiens parce que j'ai la passion des chiens, que je trouve dommage qu'ils soient souvent seuls dans des refuges, mais ma foi on fait pas toujours comme on veut. Ça leur fait du bien de sortir et je fais cette formation parce que je trouve très très bien que les gens soient formés pour ça. En même temps on peut rendre compte au refuge à savoir comment ça s'est passé durant la balade et tout. C'est pas seulement je promène un chien, je m'amuse ce week-end pour aller promener un chien, non je fais quelque chose pour le chien et pour le refuge. Lors de cette formation, unique en France, il n'est pas question d'éducation canine, mais de faciliter l'intégration du meilleur ami de l'homme dans une nouvelle famille. Ces dernières années, les promenades étaient laissées complètement libres. Mais pour des raisons techniques, le refuge a décidé de faire changer les choses. Ce qu'on connaît en général d'une promenade de chien, c'est plutôt le chien qui promène le promeneur. Et nous, ce qu'on cherche, on cherche l'inverse. On cherche à refamiliariser le chien avec l'humain de façon à faciliter son adoption ultérieure. Lors de cette formation pratique, il n'y avait que des femmes. En étant femme, on peut plus facilement approcher certains chiens qui ont été maltraités. L'inconvénient, effectivement, qu'on aura peut-être un peu moins de force. Le côté aussi qui est très dur des fois, c'est l'aspect émotionnel. Il y a des chiens qui me hantent par rapport à leur vécu. L'examen aura lieu fin mars et les diplômés recevront leur certificat de promeneur de chien le 1er avril.
ce qui leur permettra une autonomie totale lors de la prise en charge des chiens du refuge, dont le nombre peut atteindre 80. Le loto a fait un nouvel heureux. Après 7 tirages 100 millionnaires, le jackpot du loto est tombé mercredi dernier. Le gagnant est un Savoyard du canton de Montmélian qui se hisse au 2e rang des plus gros gagnants du département. Il a empoché 9 millions d'euros. Moutier a décidé de jouer sa carte gastronomique pour se faire connaître. De nombreux saisonniers sont logés dans cette ville, située au pied de stations emblématiques comme Courchevel ou encore Méribel. Des sociétés et des institutions ont également élu domicile à Moutier, comme Boss Équipement ou l'école hôtelière installée juste à côté. Alors quel est l'avenir économique du secteur en plein cœur de la Tarentaise? Élément de réponse avec ce reportage d'Alexis-Olivier Sbriglio. En 10 ans, la façon de cuisiner a complètement changé, avec ses fours vapeur, ses sondes, bref, c'est de la technologie. Par exemple, une purée, on pouvait la faire avant au fouet, on pouvait l'émulsionner, on pouvait faire chaude. Aujourd'hui, vous prenez un siphon, vous mettez votre purée dedans, bien assaisonnée, une cartouche au bain-marie, et vous sortez ça beaucoup plus vite et presque meilleur qu'avant, quoi. Nos chefs étoilés sont en pointe pour montrer ces techniques aux plus jeunes. Et résultat, les magasins d'équipement de la région progressent. Alors nous, très clairement, on ne travaille pas que avec l'élite. Nous, on travaille avec tous les hôteliers, les restaurateurs. Donc on a cette chance d'avoir une diversification de la clientèle. Et donc ça nous permet d'avoir différentes gammes de produits. L'élite qui nous tire vers le haut, mais aussi le restaurateur qui est une brasserie traditionnelle. Ces équipements sont lourds, coûtent cher, mais ils changent complètement la façon de cuisiner. D'ailleurs, juste à côté, à l'école hôtelière de Moutier, les jeunes connaissent-ils ces techniques? On essaye de faire avec ce qu'on a. C'est un petit lycée, mais on a tout ce qu'il faut. On a tous les fours, que ce soit des fours mixtes, fours haute pression. On a toutes les plaques, tous les fourneaux. On arrive à se débrouiller avec ce qu'on a. Moutier est vraiment au cœur de tout parce qu'on prépare ici avec le lycée hôtelier qui est aussi une référence, les professionnels de demain et on équipe les cuisines que l'on va retrouver dans bien des cuisines de nos stations ici tout autour de Moutier. Alors bien sûr, la cuisine présente aujourd'hui des produits de plus en plus simples. Mais attention, l'emballage compte tout autant et les chefs doivent trouver des partenaires sérieux pour le quotidien. On doit amener des solutions à nos chefs qui veulent mettre en place leur cuisine et leur présenter les nouvelles techniques, les nouvelles choses existantes, voire même aller plus loin, les écouter pour proposer à nos fournisseurs, à nos industriels d'évoluer dans leur matériel. Il n'y a pas de hasard. À quelques kilomètres de Moutier, le 3 étoiles de 2015, le restaurant de René Meyer. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paul. Passez une très belle soirée.